Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la loi de finances 2023. Très heureux de vous accueillir. Pour commencer cet événement, c'est l'occasion de vous présenter en ce début d'année nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe Maté Compliance. Nous vous souhaitons donc une très très belle année 2023. L'animation de ce webinaire va donc être assurée par Céline Couve-Dumez, notre partenaire, avocate au sein du cabinet Interface Avocat. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Un grand merci pour ton intervention. Alors vous êtes très nombreux ce matin à nous rejoindre pour ce webinaire. On vous expliquera comment fonctionner au niveau de la plateforme, au niveau du chat, au niveau des questions. J'y reviendrai un petit peu plus tard, juste avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet. Alors avant cela, on va profiter de ce moment pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre entreprise, le groupe Maté Compliance. Je vais donc vous faire un partage d'écran, un tout petit instant. Pour moi de partager l'écran. Voici. Donc, alors, le groupe Maté Compliance est un groupe qui historiquement est dédié aux opérations de transport logistique à l'international. Nous existons depuis 1950, depuis plus de 70 ans. Et fort de cette expérience, nous avons créé un pôle réglementaire Maté Compliance qui s'articule autour de 3 entités que je vous propose donc de vous présenter. Première entité, il s'agit de Maté Intracom. Nous sommes le premier tiers déclarant en France sur le MEBI, l'état récapitulatif fiscal TVA et les déclarations européennes de services et intrastat. Nous avons donc des personnes qui au quotidien sont dédiées à déclarer et à vraiment s'occuper de ces obligations déclaratives. Nous avons également Maté EasyTax, représentant fiscal TVA dans 32 pays, avec la capacité donc de pouvoir immatriculer une société française à l'étranger ou une société étrangère en France. Donc là, à nouveau, si sur certains flux, vous avez la nécessité d'immatriculer les entreprises, sachez que vous pouvez faire appel à nos services. Et donc, Maté Formation, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui, organisme de formation certifié Calliope, avec un catalogue qui va être dédié sur beaucoup d'expertise. Je vais pouvoir un petit peu vous présenter quelques-unes de nos formations, avec tout d'abord des formations autour de la TVA. Alors voici quelques-unes de nos formations. Une dont nous sommes particulièrement fiers, c'est notre formation certifiante se conformer aux règles de TVA applicables aux échanges internationaux. C'est une formation qui vous permet d'être référent TVA au sein de votre organisation. C'est une formation qui est enregistrée auprès de France Compétences, donc une formation qui vous permet vraiment de valoriser un diplôme, une formation de 3 jours qui vous donne vraiment les clés pour pouvoir gérer en autonomie ensuite vos flux de TVA en interne. Nous avons donc ensuite d'autres formations sur l'actualité et été assez riches sur la TVA et puis sur la TVA internationale. Des formations également en comptabilité et gestion avec des approches sectorielles autour notamment des débitants de tabac et diffuseurs de presse. Nous avons également une formation dédiée aux officines pharmaceutiques, donc une approche sectorielle qui vous permet de rentrer vraiment de façon très pointue dans la gestion de ces organisations par secteur d'activité. Le droit social, avec plus particulièrement la gestion de la paye, avec des formations sur la gestion des absences, également les avantages en nature, l'évaluation en paye, les frais professionnels et la conformité en paye, que ce soit les spécificités ou encore les incontournables, avec un formateur qui est intervenant, c'est quelqu'un qui est actuellement en activité comme contrôleur au sein de l'URSSAF, donc en prise directe avec des problématiques opérationnelles. Des formations sur la fiscalité, que Céline Couve-Dumez d'ailleurs anime en partie, qui vont s'articuler autour de la gestion d'un contrôle fiscal, la fiscalité énergétique aujourd'hui, c'est d'actualité, également la facturation électronique, objectif 2024,
Donc là, vraiment, au sein des organisations, il y a de quoi vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que tout cela approche maintenant très très vite. Des formations juridiques, la lutte contre le blanchiment et le nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Voilà concernant toutes nos formations. Alors, nous allons maintenant pouvoir entrer dans la loi de finances 2023. Juste avant cela, en termes d'organisation, vous pouvez échanger. N'hésitez donc pas à participer sur notre plateforme. Vous avez sur votre droite un chat sur lequel vous pouvez intervenir et nous répondons en direct. Il y a une équipe de modérateurs qui intervient en direct et qui répondent à vos questions. Vous avez également un autre onglet, un onglet questions, sur lequel vous pouvez également poser l'ensemble de vos questions. Je vais, durant le webinaire, relayer ces questions auprès de Céline. Donc voilà, j'en sélectionnerai quelques-unes et je les relayerai auprès de Céline pour que tout le monde puisse effectivement en prendre connaissance. Voilà pour ma part, je vais donc maintenant laisser la parole à Céline. Céline, je te laisse la main pour la présentation de la loi de finances 2023. Merci Nicolas. Donc, bienvenue à tous pour cette présentation de la loi de finances 2023. Je vais aussi présenter quelques mesures de la loi de finances 2022 qui sont d'actualité depuis le 1er janvier 2023 et des mesures qui étaient dans la loi de finances rectificative 2022 et qui rentrent donc en vigueur au 1er janvier 2023. Donc, c'est une loi de finances qui comprend 214 articles. Lors du projet, c'était assez gringalé. On se demandait même si on allait pouvoir présenter raisonnablement la loi de finances 2023 parce qu'il y avait très, très peu de mesures au départ. Et puis, la loi de finances s'est étoffée au fur et à mesure des débats qui se sont finis, en revanche, par une adoption de la loi de finances par l'article 49.3 de la Constitution. Donc, le passage au Conseil constitutionnel a été fait. Le Conseil constitutionnel a enlevé 7 cavaliers budgétaires, c'est-à-dire des mesures qui n'avaient pas lieu d'être dans la loi de finances. Donc, elle est adoptée. Cette loi de finances comprend des mesures concernant la transition énergétique, le soutien aux entreprises et notamment la suppression de la CVAE, qui est une mesure phare. J'ai un problème de partage d'écran, me dit Nicolas. Qu'est-ce qui se passe ? Le partage d'écran n'a pas fonctionné. D'accord. Je vous prie de m'excuser. Je vais pas ma souris. Voilà. Voilà ce que vous avez raté. Pas grand-chose. Donc, je vous parlais donc, c'était mon introduction pour cette loi de finances. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ? Un sommaire assez classique. Nous allons commencer par l'impôt sur le revenu, puis la fiscalité des entreprises, la TVA, les impôts locaux, les taxes immobilières, les droits d'enregistrement et enfin, le contrôle fiscal. Concernant l'impôt sur le revenu, la mesure la plus commentée pour l'instant, c'est la revalorisation des limites des tranches du barème. Une revalorisation de 5,4%. Donc, je vous ai mis tous les taux sur ce petit tableau. Alors, pourquoi ce relèvement ? C'est bien sûr en raison de l'inflation. Et donc, les 5 tranches ont été relevées dans la même proportion que la hausse des prix à la consommation hors tabac pour 2022. Donc, comme toute revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, elle s'accompagne des revalorisations annuelles classiques dans les mêmes proportions. Donc, je vous mets juste 3 exemples. On a la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés et des gérants et associés, qui est désormais de 472 € au minimum et au maximum 13 522 €. Concernant les plafonnements des effets du quotient familial, on se retrouve avec une demi-part additionnelle qui a un effet à hauteur de 1 678 € et pour la quart de part, 839 €. Dernier exemple, c'est les limites des tranches de la retenue à la source sur les salaires et pensions.
Donc là, je vous ai mis, ce sera 0, donc non-imposition jusqu'à 16 050, puis 12% entre 16 000 et 46 500, et au-delà de ce seuil, 20%. Concernant le prélèvement à la source, on a une nouveauté qui doit permettre d'améliorer la contemporanéisation de l'impôt. C'est le terme qui a été employé par le Sénat. Je ne me serais pas permis un terme aussi complexe. Donc, désormais, on va pouvoir moduler à la baisse les prélèvements à la source, même si on a seulement 5% d'écart entre le prélèvement à la source qui était prévu et les revenus qu'on pense déclarer au titre d'une année. Jusqu'à présent, on ne pouvait moduler à la baisse que s'il y avait un écart supérieur à 10%. Donc, c'est un avantage qui peut être intéressant. C'est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Donc, dès maintenant, vous pouvez moduler à la baisse. En revanche, vous pouvez toujours moduler à la hausse, quel que soit le différentiel. Et ça a toujours été le cas. Concernant encore le prélèvement à la source, il y a un changement pour les employeurs étrangers ayant des salariés exerçant leur activité en France et n'ayant pas d'obligation sociale en France. Bon, en pratique, ça concerne surtout les salariés résidant en France qui perçoivent des rémunérations d'un employeur étranger, mais pour une activité inférieure à 25% de leur temps de travail total. Donc, c'est une mesure qui peut être, enfin, si vous êtes dans ce cas-là, qui est très importante, mais c'est vrai qu'elle ne touche pas énormément d'employeurs. Donc, dans ce cas-là, on passe à la compte. Il n'y a plus d'obligation mensuelle via la DSN, mais une déclaration annuelle obligatoire, ce qui allège les contraintes déclaratives. Voilà pour le prélèvement à la source. Concernant les réductions et crédits d'impôt, on a une amélioration pour les gardes d'enfants de moins de 6 ans. Désormais, le plafond de dépenses est relevé à 3 500 €. Concernant le crédit d'impôt pour premier abonnement à la presse, il n'est pas prorogé dans la mesure où il a été peu utilisé, donc il est stoppé. En revanche, on a 4 prorogations de réduction et crédit d'impôt. Le défi forêt, qui est maintenu jusqu'en 2025 et qui est largement aménagé. Ça devient un crédit d'impôt. Le taux est majoré de 18 à 25% et les plafonds sont rehaussés puisque le plafond de dépenses passe de 5 700 € à 11 400. Donc, on voit qu'il y a un coup de pouce vraiment pour ce crédit d'impôt, désormais crédit d'impôt, défi forêt. Concernant la souscription au capital des PME, si vous vous souvenez, quand l'ISF a été abandonné au profit de l'impôt sur la fortune immobilière, la réduction ISF-PME a donc été abrogée. Pour compenser, il y a eu un taux majoré de réduction d'impôt à l'impôt sur le revenu. Ce taux a été majoré à 25%. Ce taux devait durer quelques temps et je crois que c'est la 4e fois qu'il est maintenu, donc qu'il est prorogé. En revanche, il va falloir cette année encore avoir l'aval de la Commission européenne pour que ce soit totalement acté. L'année dernière, je crois qu'il avait eu lieu au mois de mars, donc ça ne devrait pas trop tarder si ça se passe comme prévu. Concernant la réduction Malraux, elle est prorogée pour les immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés, mais le gouvernement va devoir remettre un rapport d'évaluation avant le 30 septembre pour savoir si c'est un dispositif qui doit continuer ou s'il est finalement peu utile. Enfin, concernant les véhicules électriques, le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge est prorogé de 2 ans. Pour mémoire, c'est un crédit d'impôt qui est de 75% du montant de la dépense dans la limite de 300 € par système de charge. Voilà pour ces réductions et crédits d'impôt. Pour les plus-values des particuliers, nous avons 3 points. On a une prolongation de l'exonération en cas de cession d'un immeuble destiné au logement social, prolongation d'1 année. Une prolongation en revanche de 2 ans pour l'exonération en cas de cession d'un droit de surélévation. Et enfin, vous êtes peut-être nombreux en région PACA, il va être
mis en place dans certaines zones de Corse une taxe à la surspéculation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le même système que la taxe que l'on connaît sur les plus-values supérieures à 50 000 €, mais elle va être multipliée par 5. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un taux qui va de 2 à 6 pour cette taxe qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années, c'est un taux qui va pouvoir aller de 10 à 30 en fonction du montant de la plus-value. Alors, quelles sont les zones qui vont être soumises à cette taxe? Ça va être défini par le président de l'Office foncier de la Corse et ensuite, il faudra que ce soit adopté par l'Assemblée de Corse. Donc, nous saurons dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent quelles sont les zones qui vont être soumises à cette taxe particulièrement lourde pour les plus-values importantes. Un sujet qui a été amené par la loi de finances rectificative de 2022, c'est le plafond d'imputation du déficit foncier qui est doublé, donc à 21 400 € entre 2023 et 2025, mais seulement les dépenses de travaux énergétiques seront comprises dans cette hausse du plafond d'imputation. Donc, c'est toutes les dépenses qui vont vous permettre d'avoir un classement énergétique passant de EFG, donc très mauvaise isolation, à un classement A, B, C, D. Donc, cette mesure était très attendue. Donc, pour l'instant, elle est sur 2 années. C'est peut-être pour faire accélérer le mouvement dans les rénovations. On verra si elle est prolongée par la suite. Quelques mesures diverses, encore sur l'impôt sur le revenu. Pour les salariés à domicile, désormais, le contribuable devra déclarer la nature des services. Alors, pourquoi? 2 raisons. La première, ce serait pour mieux évaluer l'avantage fiscal dans l'optique d'une éventuelle révision. Et la deuxième, c'est en matière de contrôle fiscal, pour mieux contrôler l'application des plafonds spécifiques. Puisque lorsqu'on est en matière de bricolage, le plafond, c'est 500 €. En matière de prestations informatiques, c'est 3 000 € et en matière de jardinage, c'est 5 000 €. Et pour l'instant, les services fiscaux n'avaient pas les moyens de contrôler si ces plafonds-là étaient respectés. Bon, on risque d'avoir pas mal de petits contentieux sur ce sujet-là. Mais donc pour l'instant, ça va être la priorité de déclarer dès la prochaine déclaration la nature des services. Concernant les titres restaurants, on a la part exonérée de la contribution patronale qui est relevée à 6,50 € et la valeur faciale maximale des titres qui est rehaussée à 13 € contre 11,84 € jusqu'à présent. Troisième mesure, les avis d'imposition qui vont être beaucoup plus lisibles. Ça, c'est quand même une très très bonne mesure, je trouve. On va avoir sur l'avis d'imposition mentionné le taux d'imposition moyen et marginal du foyer. Donc, ça permettra notamment pour nos clients, pour ceux qui sont experts comptables et qui assistent à ce webinaire-là, d'expliquer plus facilement la lecture de l'avis d'imposition et la bonne compréhension de ce qu'est le taux d'imposition moyen, le taux marginal et le système du barème progressif. Concernant les dons, on a un élargissement de la réduction pour dons à destination des communes ou organismes de gestion forestière en faveur des bois et forêts. C'est donc une mesure qui fait partie de toutes celles qui veulent valoriser tout ce qui est développement durable. Voilà pour la fiscalité des particuliers. Peut-être, Nicolas, y a-t-il des questions? Oui, une question. Est-ce que les taux de prélèvement à la source par défaut ont été aussi revalorisés? Oui, ils ont été revalorisés exactement dans les mêmes proportions que le barème. Donc, on est dans la revalorisation annuelle classique. D'accord, très bien, merci. C'était la seule question sur cette partie. D'accord, très bien. Donc, on va passer à la fiscalité des entreprises. Alors, justement, nous parlions des revalorisations. En matière de fiscalité des entreprises, on a une revalorisation triennale. Cette revalorisation triennale, elle est en fonction des indices des prix à la consommation hors tabac et elle concerne les régimes d'imposition, tous les régimes d'imposition des bénéfices professionnels. Donc, je vous ai mis les nouveaux seuils. Micro BIC
188 700 pour les ventes de marchandises, 77 700 pour les prestations de services. On est sur le même seuil pour le micro-BNC et pour le seuil d'application de la déclaration contrôlée. Le micro-bénéfice agricole, 91 900 €, pardon. Et pour le régime réel simplifié BIC et TVA, ce sera désormais 876 000 pour les ventes de marchandises et 264 000 € pour les prestations de services. Alors, ces limites, elles sont revalorisées pour 3 ans, donc elles vont être maintenues jusqu'en 2025. Donc ça, c'était les seuils d'imposition pour les bénéfices professionnels. Pour les seuils de franchise de TVA, nous avons aussi une revalorisation. Pour les ventes de marchandises et fournitures de logement, le seuil sera désormais de 81 800, les prestations de services 36 800 et les avocats et artistes auteurs et artistes interprètes qui ont un seuil à part, ce sera relevé à 47 600. Une mesure qui concerne toutes les sociétés à l'IS qui sont bénéficiaires, c'est le relèvement du seuil de l'imposition à 15%. Donc ce seuil était à 38 820 € depuis des années, je ne sais même plus combien. Il passe désormais à 42 500, donc il va impacter toutes les PME. Ça concerne bien sûr les PME, au sens du droit européen. La deuxième chose, c'est le rétablissement du crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments. Donc une PME, toujours au sens du droit européen, soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, donc pour tout type de structure, elles vont avoir un crédit d'impôt égal à 30% du prix de revient des dépenses de rénovation énergétique, dans la limite de 25 000 € de dépenses. Alors, concernant l'investissement outre-mer, le sujet, c'était de donner vraiment de la lisibilité, de la visibilité aux investisseurs. Donc, la prorogation, là, elle est de 4 ans à partir de 2025. Donc, on sait maintenant que les investissements outre-mer vont pouvoir avoir encore cette défiscalisation jusqu'en 2029. Ça concerne le dispositif qu'on connaissait jusqu'à présent et ça a été étendu aux navires de pêche exploités à La Réunion parce qu'il y a une réelle crise du secteur de la pêche, notamment à La Réunion, d'où cette introduction dans ce dispositif. Concernant les jeunes entreprises innovantes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne, c'est que le statut s'appliquera aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025. C'est la 4e reconduction, donc c'est une mesure qui fonctionne bien. La moins bonne nouvelle, c'est que l'avantage en matière d'impôt sur les sociétés il sera limité à 8 ans au lieu de 11 ans. Dans le secteur culturel, on a des crédits d'impôt qui sont particulièrement intéressants et qui ont toute leur place, surtout depuis la crise Covid. Donc, on a 3 types de crédits d'impôt, spectacle vivant, cinéma et crédit d'impôt théâtre, pour lesquels il y a eu des aménagements. Donc, pour les spectacles vivants, on a une prolongation de l'assouplissement du nombre minimal de représentations, donc 2 représentations dans 2 lieux différents, alors qu'antérieurement, c'était 4 représentations dans 3 lieux différents. C'est prolongé d'une année. Pour le cinéma, c'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 si on a l'accord de la Commission européenne. Et le dernier du secteur culturel, c'est le crédit d'impôt théâtre. Là, on a l'ajout d'une 4e condition d'éligibilité, c'est une condition territoriale. La moitié des représentations doit avoir lieu sur le territoire français. Voilà pour ce secteur culturel qui avait bien besoin d'un coup de pouce. Un sujet qui fait couler régulièrement beaucoup d'encre et qui fait l'objet de nombreux contentieux, c'est le crédit d'impôt pour investissement en Corse. Il y avait cruellement besoin de précisions, notamment sur les critères d'éligibilité pour les locations meublées. Donc, cette loi de finances donne des informations. Je vous lis le texte tel qu'il est écrit. Il y aura certainement encore des contentieux, mais ça a le mérite quand même de clarifier.
Sont éligibles les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, donc là on pense aux conditions para-hôtelières, et regroupant un ensemble homogène des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique. Donc, une définition qui est donnée, qui va permettre de se concentrer sur ce sujet-là lorsqu'on est dans les locations meublées. Donc, on va se concentrer sur le para-hôtelier et sur la manière dont est disposé le bâtiment. Et un autre critère qui est vraiment intéressant, c'est que le nombre de lits pour les résidences de tourisme n'est plus obligatoirement 50 lits. C'était une mesure qui avait entraîné de nombreux contentieux et surtout de nombreuses sorties du dispositif par des résidences de tourisme qui avaient moins de 50 lits. Donc, c'est la problématique qui reste quand même, c'est de savoir si cette loi de finances donne une interprétation. Donc, par exemple, le nombre de lits au titre de 2022, si on avait 30 lits, on était quand même éligible parce qu'il s'agit juste d'une mesure d'interprétation, de clarification, ou est-ce que ce critère du nombre de lits n'est plus exigé à partir du 1er janvier 2023? Là-dessus, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas dans mes contentieux, je vais considérer que le critère du nombre de lits n'avait jamais eu à être dans le dispositif. Voilà pour ce crédit d'impôt. Il est aussi étendu à certaines activités de transport aérien. Là, on est sur un sujet vraiment très, très limité. C'est pour les investissements liés à des prestations de transport aérien en cas d'urgence sanitaire ouvrant, donc ça ouvre droit au crédit d'impôt, mais c'est seulement pour les évacuations sanitaires urgentes faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et Bastia. Donc, c'est très limité. D'une manière générale, ce crédit d'impôt, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027. Autre sujet, la neutralité des apports-attributions. Là, on se situe dans le cas d'un apport-attribution lorsque ce n'est pas une branche complète d'activité qui est apportée, ou lorsque l'apport partiel d'actifs n'est pas une branche complète d'activité, ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'une branche complète d'activité. Dans ce cas de figure-là, on a besoin d'un agrément pour avoir la neutralité fiscale. Dans les conditions de cet agrément, il y avait une obligation de conservation de titres. Elle est assouplie, elle est allégée pour les actionnaires ayant une participation supérieure à 5%. Alors, elle est allégée si, il y a quand même 3 conditions à remplir, si la société apporteuse est cotée sur un marché réglementé, que ce soit au niveau de la France ou de l'Union européenne, si la société est non contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, au sens de l'article L233.3 du Code du commerce, et si l'actionnaire visé n'exerce pas une influence notable sur la gestion de la société. En fait, c'était une exigence qui était considérée comme inadaptée lorsqu'il y avait des actionnaires qui, certes, avaient plus de 5%, mais n'avaient pas du tout d'influence sur les structures. Voici pour cet allègement. Autre mesure diverse en fiscalité des entreprises, celle qui a fait vraiment les gros titres des journaux, la taxation des surprofits. Alors, cette taxation des surprofits, elle concerne seulement les entreprises du secteur des énergies. La grande question, ça va être qui est ou pas en secteur d'énergie. La définition qui a été donnée par la loi de finances, c'est est entreprise du secteur des énergies, une société dont le chiffre d'affaires dont le chiffre d'affaires provient à plus de 75% d'activités relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Alors, le système, c'est de considérer que si le résultat de l'exercice 2022 est supérieur à 120% de la moyenne des résultats de la période 2018 à 2021,
T1, donc les 4 années avant, dans ce cas-là, il y aura une contribution temporaire de solidarité qui sera égale à 33% de l'assiette que l'on définit en regardant la moyenne des 4 derniers exercices. Autre sujet, l'élargissement de l'étalement des subventions publiques. Donc là, c'est juste une précision. C'est élargi aux subventions versées par les organismes créés par les institutions de l'Union européenne, voire de l'Union européenne elle-même, ce qui n'était pas précisé dans les textes précédemment et c'est quand même mieux en le notant. Troisième point, le crédit d'impôt formation du dirigeant, il est prorogé de 2 ans. Ce crédit d'impôt formation du dirigeant, il permet pour 40 heures maximum de formation d'avoir une réduction équivalente au SMIC horaire par heure de formation et c'est multiplié par 2 pour les entreprises qui ont moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Dernier dispositif, là qui concerne le monde agricole, le dispositif de déduction pour épargne de précaution et le crédit d'impôt en faveur d'exploitations qui n'utilisent pas de produits phytosanitaires contenant du glyphosate sont prorogés. Donc le dispositif est prorogé, donc toujours un souci de développement durable. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, 2 questions ont été posées. Alors, concernant la neutralité des apports-attributions, quel est le délai de conservation des titres si on ne bénéficie pas de l'exonération de cette OBO? Excuse-moi. Ah, ok. Non, ça doit être de cette obligation alors. Ok. Oui. Ah oui, ok. Oui, donc si on n'est pas concerné par l'allègement, on se retrouve avec une obligation de conservation des titres de 3 années. D'accord. Deuxième question, est-ce que le crédit d'impôt dirigeant est admis pour les structures à l'IS? Oui, alors c'est admis pour les sociétés, qu'elles soient à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Ce qui va changer, ce sont les modalités déclaratives, puisque à l'impôt sur le revenu, c'est sur le 2042C que ça se déclare, tandis qu'à l'impôt sur les sociétés, c'est sur l'alias. Et après, c'est repris sur le formulaire des réductions d'impôts. Le formulaire, je crois qu'il s'appelle RICI ou quelque chose comme ça. Oui, c'est le 2069. Ça doit être sur le 2069 que c'est repris. D'accord, très bien. Merci Céline. Alors, il y a Jackie qui demande, Oui. Pour le régime simplifié d'imposition, est-ce que c'est 254 000 ou 264 000 ? Il me semble que c'est 264 000. Oui, ben voilà, Christophe a répondu, 264 000. On a également une question sur du coup, le taux réduit à 15% pour 42 500 euros est-il applicable? Donc, on avait une première précision de Arnaud en tant que modérateur. Oui. Et ensuite, il avait été demandé si, y compris les clôtures au 31 décembre 2022, n'est-ce pas? Donc, là-dessus, est-ce que tu as des précisions? Alors, s'il n'y a pas de précision sur l'entrée en vigueur, c'est une entrée en vigueur dès 2023, donc ça doit être bon, mais je laisse Arnaud vérifier et répondre. Merci Arnaud. Oui, c'est ce que Arnaud également. Ah d'accord, d'accord. Oui. Parce que quand il n'y a pas de précision sur les entrées en vigueur, c'est que c'est dès le 1er janvier 2023, d'une manière générale. Très bien. C'est tout pour cette partie. Merci. Donc, on va passer à la taxe sur la valeur ajoutée. En matière de TVA, on a 2 mesures en faveur de la transition énergétique. Donc, pour les recharges de véhicules électriques, on a un taux de 5,5%. Pour la pose, l'installation, l'entretien des infrastructures. Il faut que ce soit toutefois une installation dans les locaux d'habitation et destinée aux résidents. C'est précisé. Concernant le champ des travaux en faveur de la transition énergétique, on va avoir une redéfinition du champ d'application de la TVA à 5,5. Là, ça va concerner que les locaux achevés depuis plus de 2 ans,
affectés à l'habitation et donc les travaux, ce sont ceux qui vont permettre d'économiser l'énergie. On n'a pas plus de précision. Il va falloir qu'un arrêté soit publié pour une entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024. Toutefois, dans les commentaires que j'ai pu voir, il est dit que normalement, l'arrêté devrait s'appuyer sur le référentiel des travaux susceptibles de bénéficier du dispositif EcoPTZ. Donc, en 2 mots, le dispositif EcoPTZ, pour l'instant, c'est tout ce qui est isolation thermique, toiture, murs, parois vitrées, portes, tout ce qui est système de chauffage, avec la question qui va se poser, est-ce que les équipements utilisant des énergies fossiles vont être concernés? C'est pas sûr. L'installation aussi d'équipements de production d'eau et l'isolation des planchers. Ça devrait être la base minimale, mais on va attendre l'arrêté. Alors, dans la droite ligne de ces changements de taux pour les locaux d'habitation, se posait la question des livraisons à soi-même. Comment on fait son auto-liquidation de TVA lorsqu'on a plusieurs taux de TVA? On sait, jusqu'à maintenant, on mettait tout au taux normal de 20%. Désormais, on mettra les travaux au taux de 20%. En revanche, tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, ce sera pris en compte à 5%, les travaux de rénovation à 10%. Donc, quand vous ferez votre livraison à soi-même pour les locaux d'habitation, vous aurez potentiellement 3 taux à appliquer dès le 1er janvier 2023. Alors, il y a une nouvelle obligation déclarative qui risque d'être assez lourde, mais qui ne concerne que les prestataires de paiement. Les prestataires de paiement vont devoir tenir un registre des paiements transfrontaliers s'il y a plus de 25 paiements à un même bénéficiaire par trimestre. Donc, il y aura un registre à remettre toutes les fins de mois suivant le trimestre et les sanctions vont être lourdes puisqu'il y aura 15 € par paiement non déclaré, dans la limite de 500 000 €, mais ça peut certainement faire des sommes colossales. Donc, l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2024, parce que j'imagine que les prestataires de paiement vont devoir se mettre en ordre de marche pour répondre à cette obligation qui a pour essence la lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA. On attend aussi de savoir ce qui devra figurer sur le registre. On attend pour cela un décret en Conseil d'État. Concernant la TVA à l'importation, pour les contribuables soumis à la franchise en base, ils vont être exemptés de déposer un état récapitulatif des clients pour les livraisons de biens. Donc, un allègement de leurs obligations, mais ils vont rester tenus des déclarations européennes de services, donc les fameuses DES. Concernant les dispenses d'identification, les contribuables ne réalisant que des importations de biens, ne donnant lieu à aucun paiement de TVA, vont être dispensés d'identification. Ah oui, Géraldine qui demande qu'est-ce qu'un prestataire de paiement? Alors, un prestataire de paiement, hop, on était au prestataire de paiement, c'est, alors j'ai la liste sous les yeux. Les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les offices de chèques postaux. Alors, ceux qui sont en France et ceux qui ont un agent ou une succursale en France. Pour les questions, je vous conseille de privilégier le mode question, comme ça il y a Arnaud qui vous répond en direct, ce sera peut-être plus efficace. Ok. De rien, Géraldine. Donc, la TVA à l'importation, nous en avons parlé. Alors, une autre mesure, toujours pour essayer de contrer la fraude TVA, c'est l'invalidation du numéro d'identification. Donc là, le dispositif est élargi. Les services fiscaux vont pouvoir invalider le numéro en cas de non-respect de l'obligation de désigner un représentant fiscal et lorsqu'il existe des indices indiquant qu'un opérateur savait ou ne pouvait ignorer à une fraude à la TVA. Donc, dès qu'il y a une grande suspicion,
de fraude à la TVA ou un problème de représentation fiscale, il va pouvoir y avoir une invalidation du numéro, ce qui peut avoir de grandes conséquences pour l'activité d'une société. Les délais aussi sont écourtés, seulement 30 jours en cas de non-réponse à une demande de régularisation s'il y a défaillance déclarative, 15 jours en cas d'information inexacte dans l'état récapitulatif des clients et immédiatement s'il y a un signalement à Eurofisc ou tout autre organisme de ce type-là ou s'il y a une opposition à un contrôle fiscal. On perd son numéro d'identification. Alors, comme c'est une mesure grave, cette invalidation doit être motivée et notifiée à l'opérateur. Ça ne se fera pas sans que l'opérateur soit au courant. Et il y a bien sûr des précisions pour tous les cas dans lesquels le numéro sera redevenu valide si on répond à certaines obligations. Donc tout ça est indiqué dans la loi de finances. Un rappel. On avait vu lors de la loi de finances 2022 qu'il y avait un changement très important en matière d'exigibilité de la TVA pour les acomptes pour les livraisons de biens. Comme c'était une mesure lourde de conséquences, puisque les factures d'acompte doivent maintenant respecter toutes les mentions obligatoires des factures. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de déduire la TVA, puisque on collecte la TVA dès l'acompte pour les livraisons de biens depuis le 1er janvier 2023. La personne de l'autre côté, bien sûr, a son droit à déduction. Donc, il faut qu'il y ait l'ensemble des mentions obligatoires et désormais, il faut que la facture d'acompte désigne avec précision les biens vendus. On se retrouve dans le cas d'une vraie facture. Ça va permettre quand même de faciliter les choses. En tout cas, ce sera un alignement. Cette mesure est entrée en vigueur parce que nous ne répondions pas, en tout cas la France ne répondait pas à une directive européenne. C'est pour ça que c'était rentré en vigueur. Deuxième mesure qui date de l'année dernière, de la loi de finances 2022, c'est le groupe TVA. Pour mémoire, un groupe TVA, peut-être que vous avez déjà opté, c'est quand il y a au moins 2 assujettis d'un même groupe qui remplissent leurs obligations déclaratives. Organisationnelles. Alors, qu'apporte la loi de finances 2023? Elle apporte une nouveauté déclarative, c'est la liste annuelle des membres du groupe qui doit être transmise au plus tard, c'est très tôt, au plus tard le 10 janvier de l'année. Donc, bien sûr, comme la loi de finances intervient en tout début, enfin en toute fin d'année 2023, ils ne l'ont pas mis en place pour l'année 2023, donc ce sera une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Donc là, il faudra être très attentif à ce délai 10 janvier qui est très très tôt. Nicolas me dit j'ai un souci de connexion. C'est là. Ça, c'est le mien. Vérifie que ça fonctionne. Oh, oui, ça a l'air d'aller. D'accord. Je stoppe, Nicolas, pour que tu reprennes la main. Oui, vas-y. Ah oui, je suis figée. C'est bon. Ça s'est arrêté à quel moment? Au niveau du versement d'acompte, il a juste laissé un petit peu.
Très bien. Alors, on a été coupé au niveau des acomptes ou du groupe TVA? Vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais mal. Voilà, c'est bon. Au niveau du groupe TVA, tu peux reprendre. Non, regarde. Oui. Oui, mais je suis figée. Très bien. Donc, c'est au moment du groupe TVA. Je vous remercie. Désolée pour cette coupure. Donc, pour le groupe TVA, je vous disais, la nouveauté, c'est qu'on va devoir donner la liste annuelle des membres du groupe au plus tard le 10 janvier, mais à partir de 2024. Bien sûr, ce n'était pas le cas pour 2023. Ça aurait été trop juste. Des mesures diverses en matière de TVA. On a la prorogation du taux réduit de 5,5% au matériel et produits protection contre le virus Covid. L'extension du taux de 5,5% dans le secteur agroalimentaire. Alors, cela concerne notamment les denrées alimentaires qui sont destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires. Donc, les animaux que les humains mangent, en résumé. Dernière mesure, en matière de facture électronique, on a une nouvelle solution technique qui a été incorporée dans l'article du CGI qui définit ce qu'est une facture électronique, c'est le cachet électronique qualifié. De nombreuses entreprises l'utilisaient déjà, donc maintenant c'est reconnu comme étant une réelle facture électronique. Est-ce qu'on a des questions? Oui, 2 questions. En matière de TVA. Oui. Tu m'entends, Céline, tout va bien? Le petit souci. Très bien, tout va bien. Bon, allez, super. Oui, concernant la TVA à 5,5% pour les travaux en faveur de la transition énergétique, est-ce que c'est OK si on transforme des locaux de bureaux en habitation? Oui, c'est la destination qui compte. Donc, comme tu es en train de transformer des locaux en locaux d'habitation, tu as droit à ce dispositif. C'est pas la personne qui fait, enfin, c'est la destination des travaux qui compte. D'accord. Donc, oui. Parfait. Très bien. J'ai coupé la caméra simplement pour libérer un peu de bande passante parce qu'on a des vrais soucis là, de connexion et vraiment, on peut nous excuser pour tout ça. Alors, toujours sur le même sujet, une question. Est-ce que la qualité du client, c'est-à-dire en fait le fait que ça puisse être une entreprise ou un particulier, a une importance? Non, non, non. C'est encore une fois la destination des locaux qui compte. Donc, ça peut être une entreprise comme un particulier. D'accord, très bien. Pas d'autres questions sur le volet TVA, hormis celles qui sont déjà posées sur le chat, mais là, les modérateurs ont la main. Oui, je vois que Nicolas et Arnaud sont en train de répondre, donc je les laisse répondre. Pour les impôts locaux, la suppression phare, la mesure phare, c'est la suppression de la CVAE. C'était une promesse électorale donc, qui est tenue, mais c'est une pression sur 2 ans. Alors, ce qui nous importe, c'est surtout la période transitoire. Quid de l'imposition 2023? C'est là que sont les difficultés, puisque 2024, par définition, comme il y a une suppression, on n'en entendra plus parler. Alors, pour l'imposition de 2023, il va y avoir une réduction de moitié des taux d'imposition. Donc, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 50 millions, le taux va passer de 0,75% à 0,375%. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 millions, je vous ai mis un tableau avec les taux effectifs d'imposition et je vais vous faire grâce de la lecture de ce tableau que j'ai repris. Si vous voulez y avoir accès, il est sur le site du gouvernement Entreprendre. Le site est très bien fait. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Et donc, si vous avez besoin de revenir sur ces taux effectifs d'imposition, n'hésitez pas à y aller. Donc, voilà pour les taux d'imposition. Corrélativement à cette baisse des taux d'imposition, le dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 2 millions d'euros est réduit de moitié.
Donc, il était de 500 €, il est réduit de 250 €, logiquement. Et la cotisation minimum CVAE, donc qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 500 000 €, est réduit à 63 € au lieu de 125 €. Et enfin, il y a un impact, bien sûr, sur le taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Donc, le taux de plafonnement, il passe à 1,625%, 1,625% pour les impositions dues au titre de 2023 et pour toutes les années suivantes, donc 2024 et suivantes, il passe à 1,25%. Alors, autre mesure, la taxation des logements vacants. Là, on a une taxation qui est étendue, renforcée. C'est vraiment la lutte contre les locaux inoccupés. Donc, dissuader les propriétaires de laisser les logements vacants. Alors, désormais, cette mesure va permettre d'inclure aussi les communes touristiques. Donc, avant cette entrée en vigueur de ces mesures, il fallait, pour avoir une taxe sur les logements vacants, faire partie d'une zone urbaine continue de plus de 50 000 habitants. Désormais, quelle que soit la zone urbaine, on peut être éligible à cette taxe sur les locaux vacants. Les taux sont doublés. Ils étaient de 12,5% et 25%. On passe à 17% de la valeur locative pour la première année et 34% de la valeur locative pour les années suivantes. Et cette taxe va pouvoir s'appliquer sur les résidences secondaires qui connaissent la même extension de périmètre. Alors, pour une application qui délimite toutes les communes concernées, aujourd'hui, on a 1100 communes concernées, donc on verra combien il y en aura suite à cet élargissement très important du périmètre de la taxe. Ensuite, un serpent de mer, les valeurs locatives des professionnels. On a eu le Big Bang en 2017, donc la grosse réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. Ça devait être actualisé au bout de 6 ans, donc en 2023, et c'est reporté en 2025. Pour les valeurs locatives des locaux d'habitation, la révision est encore décalée de 2 années. Je pense que c'est une décision qui est lourde, qui va certainement engranger de nombreux contentieux. Donc, bon, on a encore un décalage de 2 ans de cette révision. Troisième mesure, on a une prorogation des exonérations de longue durée de certains logements sociaux. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y a une grande littérature là-dessus. Est-ce que, Nicolas, il y a des questions ? Oui, j'ai une question sur la date. À quelle date faire la déclaration et la liquidation de la CVAE? Oui, donc très bonne question. Donc, dans le cadre de la mesure transitoire 2023, de mémoire, la date, c'est le 3 mai, que ce soit pour la déclaration ou pour la liquidation. Donc, ce sera le 3 mai. D'accord. Je pense que Arnaud pourra confirmer. Parfait. Je laisse confirmer sur le chat. Très bien, c'est noté. Pas d'autres questions, Céline? En matière de taxes immobilières, on a des aménagements en taxe d'aménagement. On a une exonération des constructions sur terrain pollué pour les communes qui le souhaitent. Donc, c'est une exonération facultative. Le sujet, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Donc, ce sera possible, cette exonération, pour des constructions sur terrain réhabilité ou pollué au sens du Code de l'environnement, sous réserve de délibération avant le 1er juillet 2023 pour les communes qui veulent mettre en œuvre cette procédure. Et donc, ce sera pour une application à compter du 1er janvier 2024, puisque la délibération n'aura lieu que début 2023.
Concernant les emplacements de stationnement, là, il y a une revalorisation importante de la valeur forfaitaire des parkings non couverts. C'est majoré à 2 500 € pour 2023, 3 000 € pour 2024, et les communes peuvent, en délibérant, faire monter cette taxe jusqu'à 6 000 €. Et donc, ça continuera d'augmenter, ces montants-là, en fonction de l'indice du coût de la construction pour les années 2025 et suivantes. Une mesure très importante en Provence-Côte d'Azur, vous allez désormais être assujetti à la taxe annuelle sur les bureaux. Il va falloir déclarer avant le 1er juillet 2023 cette taxe, donc qui est nouvelle pour cette région, puisque jusqu'à présent, il n'y a que l'Île-de-France qui était concernée. Alors, qui est concerné? Quels sont les redevables? Donc, c'est très large, hein. Ce sont les personnes publiques ou privées, propriétaires, usufruitières, preneurs à bail à construction, titulaires d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public ou amphithéotes. Je fais exprès de les nommer parce que, c'est pour vous dire à quel point c'est large en termes de redevables. Mais vous avez des locaux qui sont exonérés avec des seuils qui sont vraiment intéressants. Moins de 100 mètres carrés de bureaux, vous n'êtes pas soumis. Moins de 2 500 mètres carrés de locaux commerciaux, vous n'êtes pas soumis. Et moins de 5 000 mètres carrés de locaux de stockage, vous n'êtes pas soumis non plus. Donc, ça fait sortir quand même pas mal de potentiels redevables. Et certains locaux qui sont situés dans certaines zones, des zones franches, des zones de revitalisation des centres-villes, certains quartiers prioritaires. Donc, il y aura aussi une liste de zones qui seront exonérées. Donc, la déclaration et le paiement, comme je vous le disais en introduction, ce sera avant le 1er juillet 2023. Et ensuite, ça c'est pour l'année 2023 parce que vous rentrez dans le dispositif, mais ensuite ce sera avant le 1er mars de chaque année, comme c'est le cas en Île-de-France. Alors, quels sont les montants? Les montants dépendent du type de local. Si vous avez des bureaux donc de plus de 100 mètres carrés, vous avez un tarif au mètre carré de 94 centimes par mètre carré qui s'applique. 39 centimes pour les locaux commerciaux, 20 centimes pour les locaux de stockage et 23 centimes pour les surfaces de stationnement. À partir de 2024, les tarifs vont être actualisés. Alors, juste pour vous consoler un peu, à Paris, ça peut être jusqu'à 23 € dans certains arrondissements par mètre carré. Donc là, on est sur des montants qui sont bien plus faibles. Alors, pourquoi cette taxe est apparue? Elle est apparue pour financer la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, donc c'est pour le réseau ferroviaire. Et en principe, cette taxe doit durer le temps du financement du projet. Nous verrons bien si c'est le cas. En mesures diverses, il n'y a pas de taxe annuelle sur les bureaux pour les terrains de sport. Donc ça a été introduit par cette loi de finances. Et il y a pour les piscines, toujours dans le cadre du développement durable, une majoration de 25% de la taxe d'aménagement en 2023. Donc désormais, les piscines seront taxées en taxe d'aménagement à 250 € du mètre carré. Et ces montants, bien sûr, évolueront en fonction de l'indice du coût de la construction. Donc ça, c'était une mesure de la loi de finances rectificative de 2022. Oui, Sandrine, c'est le propriétaire qui règle la taxe sur les bureaux. Oui. D'accord. Nicolas, as-tu des questions? Alors, pas de questions sur cette partie. D'accord. Alors, je regarde, peut-être qu'il y en a. Alors, peut-être sur le chat, effectivement. On va laisser, nos modérateurs. Alors, ok. En matière de droit d'enregistrement, il y avait plusieurs mesures, mais une seule vraiment intéressante. Donc, on va se contenter de celle-ci.
Ça concerne les entreprises individuelles ayant opté à l'IS. Donc, on a eu une grosse rénovation du dispositif concernant les entreprises individuelles qui peuvent opter à l'IS de manière beaucoup plus facile, mais il restait une question. Quid de la vente des entreprises individuelles? Est-ce qu'elle restait sous le régime de cession des fonds de commerce ou est-ce que les droits de vente étaient ceux applicables aux cessions de parts sociales? Eh bien, on a la réponse, enfin, c'est... Ah, il y a un problème. Quand on arrive sur le chat, en fait, ça, ouais, Ah, d'accord. Ça me déconnecte. Ok. Bon, je pense que c'est revenu. Je vais juste vérifier. D'accord. Désolée. C'est revenu? D'accord. Donc, je vous disais, pour les entreprises individuelles, c'est pas revenu. Non, celui-là, on ne peut pas le toucher. Et celui-là, il est connecté. Non, pas pareil. Je pense que c'est bon là. Alors, est-ce que c'est bon? D'accord. Tout fonctionne chez vous? Très bien. Alors, je reprends. Pour les droits d'enregistrement, donc les entreprises individuelles ayant opté à l'IS, désormais, lorsque l'on vend, c'est considéré comme une cession de parts sociales. Cession de parts sociales avec donc un taux de 3%, sauf si on est dans une activité à prépondérance immobilière, et là, on a un taux de 5%. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les droits d'enregistrement? Non? Bon. Alors, je vais passer au contrôle fiscal. Le support n'est plus visible et l'écran est figé. C'est la catastrophe. Là, on ne voit plus le support. Non, je pense qu'il faut qu'on... Et l'écran est figé. On va arrêter le partage et on va refaire. Réchappe. Vous avez le son? Ah, d'accord. On nous entend très bien. Donc là, l'image va revenir en plus du son. Donc, dernière partie concernant... Là, tout va bien? OK? Très bien. Alors, concernant le contrôle fiscal, on a 3 mesures. La première, c'est pour les ESFP, les examens de la situation fiscale personnelle. Enfin, alors là, je vais parler... Est-ce que tu m'entends, Céline? On a eu un petit souci, désolé, je n'ai pas relayé. J'avais une question pour le coup. Alors, c'est concernant les 23 000 euros, savoir si c'est applicable. Concernant les droits d'enregistrement. En matière de droits d'enregistrement? Oui, alors, ce n'est pas précisé dans le texte, mais à mon sens, oui, ça devrait être applicable totalement. Ce sera peut-être confirmé notamment par le BOFIP, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas applicable. D'accord, très bien. Merci, Céline. Alors, en matière de contrôle fiscal, pour les examens contradictoires de la situation fiscale personnelle, donc vraiment les contrôles fiscaux des personnes physiques, il y avait un souci important pour les vérificateurs, c'est qu'ils avaient du mal à avoir les relevés de compte bancaires si les personnes contrôlées n'étaient pas très diligentes et n'avaient pas très envie de donner les informations. Donc, les contrôles prenaient beaucoup de retard. Désormais, l'administration pourra demander directement aux établissements financiers, dès le début de la procédure, les relevés de compte. Donc, les vérificateurs pourront démarrer beaucoup plus rapidement le contrôle. Bon, ce sera un avantage aussi pour le contribuable qui n'aura peut-être pas besoin d'aller chercher dans ses archives ses relevés de compte de 3 ans, voire plus, en cas d'activité frauduleuse ou en tout cas présumée frauduleuse ou occulte. Le deuxième point, c'est les contrats de capitalisation étrangers. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas inscrits
clairement que les procédures de contrôle au sens large, demande d'information, justification d'action d'office, leur étaient applicables. Désormais, c'est le cas. Donc, si un contrat de capitalisation étranger ou un placement de même nature, ce sera la même procédure que pour les assurances-vie étrangères. Et dernier point, c'est la conservation des documents comptables. Il est introduit que les documents comptables établis sur support électronique doivent être conservés sous cette forme pour toute la durée de conservation. Alors, ça a l'air de rien cette phrase, mais en pratique, ça va être très important très bientôt, dans la mesure où on va avoir la facture électronique obligatoire en 2024 pour les très très grosses sociétés. Donc, quand on va recevoir nos factures, par exemple, télécom, on va les recevoir sur support électronique. Donc, en tant qu'entreprise, on va devoir les garder sur support électronique. Jusqu'à présent, on pouvait, notamment dans les petites structures, faire une impression, mettre dans son classeur, sans faire une sauvegarde informatique. Là, il y a une obligation de conservation de documents comptables sous le même format qui est obligatoire. Voilà pour les 3 points en matière de contrôle fiscal. Donc, on a dû faire du tri dans toutes les mesures qu'on vous a présentées parce qu'elles sont vraiment, vraiment très, très, très nombreuses. Je vous invite à parcourir, par exemple, le feuillet rapide de Francis Lefebvre. Il fait 111 pages cette année, il est particulièrement conséquent et vous aurez tous les détails pour toutes les procédures. Nicolas, est-ce que tu avais des questions sur cette partie contrôle fiscal ? Non, pas de questions, Céline, sur cette partie. D'accord, très bien. Parfait. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. Alors, c'est vrai que ce matin, ça a été un petit peu compliqué au niveau des connexions, mais je crois quand même qu'on a réussi à tout aborder et je crois qu'on a quand même pu présenter l'ensemble des diapositives. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser encore vos questions sur le chat. On va rester un petit peu connecté durant quelques minutes encore pour y répondre. Merci à tous pour votre participation. Vous avez été nombreux. Vous avez également été très nombreux à nous solliciter sur le chat et merci aussi aux modérateurs pour toutes leurs réponses. Écoutez, on est à votre disposition. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci Céline. Merci Nicolas. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.